Bon, je pense que la plupart de vous savez, je fais de la photométrie depuis un certain temps. Et bon, ça fait 5 ans. Puis là, ben, je vais vous montrer dans 5 ans qu'est-ce que j'ai réussi à faire. Euh, ma présentation. Je vais résumer ce que sont les étoiles variables. Bon, quoi qu'il y en aurait de vous autres qui ne savent pas c'est quoi. Je vais montrer des courbes que j'ai réalisées. Puis des statistiques. Dans 5 ans, ça veut dire plusieurs nuits, des milliers de photos. Je vais vous montrer des statistiques. Ça donne une indication, le meilleur moment de l'année pour observer. Puis, au bout de ça, ben, les observations qu'on fait, il apparaît dans des publications. Il faut montrer. On n'a pas de EPOD, les photos astronomiques du jour, mais il y a des publications qui en résultent. Puis bon, ça flatte notre orgueil. Ce que sont les étoiles variables? Ben, il s'agit d'étoiles dont la luminosité varie dans le temps. Ces variations de luminosité couvrent une large fenêtre. Ça peut être quelques millièmes de magnitude, ce qui permet de mesurer aujourd'hui nos équipements amateurs. Et ça peut être, que j'ai fait là, aussi, ça peut aller jusqu'à 20 magnitudes. Là. Le range est très grand. Et ces variations-là peuvent se produire d'une fraction de seconde ou s'étaler sur une année, comme par exemple des variables à longue période comme Mira, qui est une étoile qu'on voit à l'œil nu lorsqu'elle est à son maximum. Et au minimum, ça prend une bonne grosse paire de jumelles pour réussir à la voir. La période est de plus d'1 an. Bon, des étoiles variables, il y en a beaucoup. Vous donner une idée, la AAVSO, moi vous dire tantôt c'est quoi là, ils ont un catalogue qui en contient au-delà de 600 000. Donc, n'importe quelle région du ciel, il y en a. Puis, bon, il faut choisir parce qu'il y en a trop. On ne peut pas tous les suivre, évidemment. Les principaux types d'étoiles variables, ben, il y a des étoiles pulsantes, mais parmi les pulsantes, il y a plusieurs sous-classes, on peut dire, comme les céphéides. Je pense que tout le monde qui commence à faire de l'astronomie, c'est pas long qu'on entend parler de céphéides. Il y a des longues périodes, des étoiles rares de la lyre, ce sont surtout des variables pulsantes qu'on voit par exemple dans les amas globulaires. Luc Bellavance a fait des animations, des photos prises au cours de nuit, fait une animation pour voir des dizaines d'étoiles qui pulsent par la période de seulement quelques heures. Il y a des cataclysmiques, évidemment les supernovas, les novas. Mais il y a bien des étoiles, vous en connaissez moins, des novas récurrentes, des novas qui font nova plus qu'une fois, des novas naines. Puis les symbiotiques, ça en est une nouvelle classe que je ne connais pas beaucoup, mais que je risque d'en parler davantage dans le futur. Puis les binaires à éclipse, deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Algol est un bel exemple, mais des binaires à éclipse, il y en a, mais il y en a. Si vous voulez l'observer, n'importe quel soir, n'importe quelle heure, il y en a qui sont en éclipse. Pourquoi les observer? Bon, parce que combiné pendant le spectro, au radiotélescope, etc., l'observation des étoiles variables, ça contribue beaucoup à l'astrophysique, à mesurer, par exemple, les propriétés des étoiles, leur masse, diamètre, luminosité, température, etc., etc. Il faut les observer pendant de longues périodes, des dizaines d'années, pour déterminer leur comportement à long terme. Les professionnels, vous comprendrez, n'ont ni le temps, ni un accès illimité à des télescopes pour pouvoir les observer de façon continue. Puis aussi, étant donné le grand nombre également. En résumé, c'est un des outils primordiaux pour l'astrophysique. Puis c'est le fun, les amateurs, aujourd'hui, on peut contribuer à ça, comme nous qui choisissent de contribuer aux exoplanètes comme Serge Bergeron, par exemple. À quoi ça sert? Bon, l'interprétation des données par les professionnels est cruciale pour notre compréhension de l'univers. Par exemple, les céphéides ont joué un rôle majeur dans la détermination des distances des galaxies. Il y a environ 100 ans, on a réalisé, grâce à l'observation d'étoiles variables comme les céphéides, la distance d'Andromède, puis conclure que finalement, Andromède était un univers et une galaxie comme la Voie lactée. Celle de type Mira, par exemple, ben, c'est le futur de notre Soleil. Éventuellement, il va se comporter comme Mira, il va devenir un géant trou qui va pulser. Les disques d'excrétion autour des cataclysmiques. Dans les années 60, les professionnels finalement sont venus à la conclusion que toutes les novas étaient des étoiles doubles. Là, ils ont dit, oups, il y a un guet sur roche,
Qu'est-ce qui fait que les novas, ils font ce qu'elles font? Puis c'est toutes des étoiles doubles, il y a un lien entre les deux. Mais entre autres, puis évidemment, souvent, ces étoiles-là, ils sont proches l'une de l'autre. Il y a un disque d'accrétion autour d'une des... Une qui perd du matériel qui tombe sur l'autre. Ça fait un disque autour de l'étoile. Puis l'étude de ces étoiles-là va aider à comprendre des phénomènes encore plus gros. Puis qu'on sait que les trous noirs au centre des galaxies, souvent, il y a un disque d'accrétion également autour. Fait que la portée des recherches qu'on fait, ça peut aller assez loin. Pour ceux qui ne connaissent pas mon installation, en 2010, j'ai trouvé un endroit pour aller installer mes télescopes. À mon grand bonheur, ma conjointe, elle a accepté de sortir de la ville, s'en aller à la campagne. Comme vous pouvez voir, on est dans le bois, sur le bord d'un lac. Puis là, je me suis bâti un observatoire qui a 24 pieds de haut, dans lequel j'ai 2 télescopes. Cette photo-là était prise, j'étais debout sur la cheminée de la maison. Ici, la cheminée est là. Bon. Ici, j'ai 2 télescopes, un Celestron 14 avec lequel je fais ma photométrie. Ici, c'est une combinaison, une ancienne fourche Meade 14 pouces qu'on avait racheté de Patrick Dubé. Puis ici, bon, un vieux télescope, que je ne me rappelle pas son nom, là, il n'existe plus, il fait longtemps. En tout cas, une petite lunette, bon, des braquettes. En tout cas, ça sert à toutes sortes de choses. Beaucoup des photos que Luc Bellavance a prises, c'était avec ce télescope-là. Mais il est enlevé présentement. Puis, entre-temps, ça fait quelques temps, puis il est tombé en panne, le télescope. Mais entre-temps, Luc, il a acheté un observatoire au site qui était disponible, au site de Patrick Dubé. Il y a comme un petit village de télescopes, là, d'observatoire. Et Luc va déménager là. Bon, ici, il y a un pilier, mais il ne restera pas inoccupé longtemps. Il y a déjà un nouveau télescope d'installer dessus. Moyen de donner un hint pour le futur, mais j'ai hérité d'un montage pour faire de la spectro. Et il va occuper ce pilier-là ici. Peut-être l'an prochain ou dans 2 ans, je pourrais vous parler de spectro. Bon, une photo, parce que je la trouve belle. C'était pris de nuit au clair de lune. Vous voyez le ciel, les étoiles, c'est Luc qui avait pris ça. Bon, évidemment, vous savez, on peut programmer nos équipements aujourd'hui. On peut aller se coucher, on peut le faire du courriel, on peut observer visuellement. Et j'ai la chance d'avoir un 24 pouces dans le cours pour faire du visuel. En quoi c'est une photo de Luc, celle-là aussi. Bon, 2 traits d'union, Pro-Am, professionnel amateur, la AAVSO, American Association of Variable Observers, qui ont fêté le 100 ans en 2011. Puis l'autre, c'est Center for Backyard Astrophysics, qui existe depuis 1991, à peu près dans le temps que les CCD ont commencé à être populaires parmi les amateurs, parce que là, il y a quelqu'un qui a découvert que, wow, les amateurs ont des instruments puissants maintenant, et on lui a demandé de collaborer avec nous autres, les pros, ça va nous aider beaucoup dans nos recherches. C'est la AAVSO, si vous n'êtes jamais allé sur leur site, allez faire un tour. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce sujet. Puis si vous voulez faire une observation de variables, même si il n'y a qu'un peu de jumelles, même il y a que vos yeux, ben, il y a un guide, on peut en faire visuellement. Bon, on peut en faire avec des APN, avec des CCD, évidemment. Il y a tous des guides qui existent là, et plusieurs de ces guides-là ont été traduits en 3-4 langues, dont le français. Sur le site de l'AVSO, c'est une mine d'informations. Il y a des manuels, des abonnements aux alertes. Vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe. On peut générer des cartes, n'importe quelle variable, une nouvelle variable. Ils mettent l'information, vous donnez le nom d'étoile, puis il y a une application qui génère la carte, etc. Vous avez accès aux publications, il y a des forums, vous envoyez vos données, vous pouvez aller comparer vos données avec ceux-là des autres, vous pouvez aller chercher les données de tout le monde, etc. Il y a des cours en ligne, bon, la liste pourrait être bien longue. En tout cas, c'est assez formidable. Ici, c'est un exemple des demandes qui viennent de l'OVSO, des notices d'alerte. C'est récent, celle-là, ça date du 29 octobre. Bon, 2 étoiles dans le taureau, qui est bien placé, c'était ici pour l'observer, passer toute la nuit. C'était pour en même temps. On nous demande d'observer en même temps qu'il est observé par le télescope là, spatial Candra. Souvent, c'est en collaboration avec des professionnels qui utilisent soit des appareils dans l'espace, ou des radiotélescopes, ou de grands télescopes sur Terre. Et le Center for Backyard Astrophysics, c'est beaucoup plus simple. C'est rien que quelques personnes qui runnent ça. Mais c'est un réseau de petits télescopes, en fait, télescopes d'amateurs, dédiés à la photométrie des variables cataclysmiques. Sont réservés aux cataclysmiques.
Il y a des observateurs à peu près partout dans le monde, excepté que tôt ou tard, hein, on sait qu'il y a beaucoup de Chinois, puis ils font des caméras CCD. À un moment donné, j'imagine qu'il va y avoir des étoiles qui vont apparaître ici. Là. Mais le but, c'est d'avoir du monde à tous les fuseaux horaires pour pouvoir traquer des étoiles de façon continue pendant 24 heures par jour, pendant plusieurs jours. Celui qui est parti en 1991, Joe Peterson, de l'Université Columbia à New York, il était plus jeune dans le temps, aujourd'hui, il était proche de la retraite, là. Mais quand les CCD sont arrivés, lui, il venait de graduer, puis évidemment, il connaissait les astronomes amateurs qui avaient des CCD, il lui a demandé de monitorer des étoiles variables, puis c'est là que ça allait exploser, que ça partit le projet CBA. Comment on fait? Bon, on prend de longues séries de photos. Bon, ça peut être quelques dizaines ou des centaines de photos, dépendant de l'objet. Comme par exemple, certaines choses, certaines étoiles, ils vont dire, ben, on veut un snapshot. Là. Bon, on veut vous commencez à observer le soir, prenez la luminosité à minuit, peut-être à nos fois 3 heures du matin. Puis à un moment donné, il y a des variations, ben là, on va le savoir assez rapidement. D'autres fois, comme CBA, lui, il va demander, vous embarquez sur une étoile, vous la suivez aussi longtemps qu'on peut, en autant qu'elle est au-dessus de 30 degrés de l'horizon. Bon, on prend des séries de photos, on fait la calibration comme on fait avec les autres cartes. Mais au-delà de ça, par exemple, à part la calibration, on ne fait pas de log ou quoi on ne fait rien pour embellir la photo, ce n'est pas le but. Avec des logiciels appropriés, on détermine la magnitude des étoiles. Puis après ça, bon, on a notre rapport qu'on envoie soit à la AAVSO ou CBA, ou les deux, dépendant de l'objet. Comment on détermine la magnitude des étoiles? Ben, on a notre variable. Elle est comparée avec des étoiles dont la magnitude est connue. Et on peut voir finalement, les étoiles là, à la AAVSO, les étoiles qu'on sait pour la calibration, généralement, les magnitudes sont connues à 3 décimales après le point, au millième de magnitude. Bon, ici, c'est une section d'une carte d'AVSO, vous voyez 150, 140, 142. En fait, c'est la magnitude avec seulement une décimale, puis on a enlevé le point parce que pour se mêler avec les étoiles. 142 veut dire 14,2, 15,6, etc. Mais dans le logiciel, là, vous avez 3 décimales après le point. Là. Bon, un exemple de courbe. Bon, il y a plusieurs logiciels qui permettent d'extraire la photométrie. Maxime, Antoine est un très bon. AIP, 4Wind, c'est celui que j'utilise. AIG, qui est un logiciel surtout pour les exoplanètes, mais qui fait la photométrie de haute précision. MuniWind, puis d'autres. Essentiellement, ils produisent deux choses. Un graphique, on a un exemple site, puis une table de données. Les données, c'est ça, par exemple, qu'on envoie au CBA puis à AVSO. Bon, ici, c'est la table de données. Dans la première colonne, vous avez le nom de l'étoile. Après ça, le moment qui a été pris dans le jour julien, avec 5 décimales après le point, ce qui arrive de l'ordre d'une fraction de seconde. La magnitude de l'étoile, puis bon, après ça, l'erreur sur la magnitude mesurée. Regardez, 7 millièmes, 8 millièmes, on fait des choses pas mal précis. Puis après ça, il y a la magnitude mesurée, puis les étoiles de comparaison, puis le nom de la carte qu'on a utilisée, etc. Puis vous avez une ligne pour chaque étoile, puis il y a 10, 12 colonnes, ça fait beaucoup de données. Bon, la photométrie, un peu comme le trichrome en photo, il y a des filtres. Bon, ça, dans le domaine des couleurs, comme les filtres trichrome et les courbes sont différents. Puis il y a des raisons historiques à l'allure de ces courbes-là. Mais bon, généralement, pour la photométrie, le plus souvent, je dirais 80% du temps, on a besoin du filtre V, dont la courbe est comparable à nos yeux. Pourquoi V? V veut dire, le filtre est vert, mais ça ne veut pas dire vert, ça veut dire visuel en anglais. Autrement dit, notre œil, ça correspond à notre œil. Et puis, bon, après ça, il y a dans le rouge, il y a le bleu. Généralement, je dirais 80% du temps, on a besoin du filtre V, puis après ça, c'est le rouge puis le bleu. Mais les autres, là, l'ultraviolet, là, en tout cas, en Rimouski, au niveau de la mer, on oublie ça. Puis on peut aller dans l'infrarouge assez lointain. Présentement, j'ai rien que le filtre. Non, excusez. J'ai B, V et R. Mais longtemps, j'avais rien que le filtre V. Mais pour ceux qui font, par exemple, qui ont des fils narrowband, ça vous situe ici, on a le filtre O3, hydrogène alpha, puis sodium 2. Bon.
Lorsqu'on regarde les étoiles avec ces deux filtres-là, ça a un effet sur l'apparence de l'étoile, oui. Regardez ici, j'ai une étoile, c'est une étoile rouge, le spectre M5, qui est filtre bleu, regardez, filtre V, vert ou visuel, rouge, puis infrarouge. L'étoile, ça émet beaucoup plus dans l'infrarouge que dans les autres. Ici, c'est saturé. Deux autres exemples, ici, c'est des étoiles du Sud, mais j'ai pris ça sur le site de l'AVSA. L'étoile, on la voit à peu près pas avec le filtre bleu, regardez dans le filtre du visible. Un autre site dans la carène, regardez encore le changement de magnitude. Le filtre, il est important. Quelques résultats d'observation. Mon nouvel observatoire que j'utilise maintenant, il avait vu tantôt, il est rentré en fonction en janvier 2014. Fait que là, ça fait quasiment 5 ans. Je vais vous montrer des résultats que j'ai obtenus pendant ces années-là, puis à la fin, vous présenter des statistiques sur le nombre d'images qui ont été prises. Bon, parmi des étoiles, les premiers qui m'ont épaté, des étoiles éclipses. On va prendre une étoile qui va voir les éphémérides, telle étoile est en éclipse ce soir, on va prendre ça, elle est bien placée dans le ciel. Bon, l'étoile, une éclipse, wow, c'est cute. Bon, il manque des petits bouts, il a dû poster des nuages, là. Bon. Un autre soir, hey, 2 éclipses. C'est le fun. La période est courte, regardez, 0,15 jours, là, ça fait quoi, à peu près 3h30 là, de durée entre les éclipses, autrement dit, l'orbite des étoiles. C'est pas long, hein, quelques heures, ça tourne vite. Bon, c'est le fun. Puis bon, ici, regardez, il y en a 3 l'éclipse. Mais finalement, moi, au début, je trouvais ça merveilleux, tout excité. Mais mon record, j'ai pas eu jusqu'à 9 éclipses de nuit de la même étoile, dont la période d'orbite, 63 minutes. Je ne savais pas qu'il y avait des étoiles qui tournaient aussi vite que ça. Ici, pour vous donner une idée, à un moment donné, il pose des nuages, on peut perdre un peu de photos, mais ça ne scrape pas notre soirée, le restant est beau. Mais tantôt, si on recule, regardez ici de la courbe, une belle courbe, on peut dire, ouais, l'étoile, elle n'est pas en éclipse, elle est belle, ça ne varie quasiment pas. Mais à un moment donné, entre les éclipses, des fois, il peut y avoir de l'activité pas mal. Regardez, ça commence à être. C'est un trouble de mon système? Non. L'étoile, elle se comporte en fait toutes sortes d'affaires. Et ici, ce qu'on a, cette courbe-là, j'ai oublié de l'expliquer. Ici, c'est la courbe de l'étoile. Et ici, c'est 2 étoiles de comparaison qu'on mesure. On fait la différence entre les deux. On fait un graphique avec. Mais les étoiles de comparaison, la différence devrait être constante. Les étoiles de comparaison, en principe, ils ne bougent pas. La différence, c'est le seeing, c'est le bruit électronique, etc. Mais quand la ligne est bien droite, là, ça veut dire que j'avais une bonne qualité. Donc, si la ligne est beaucoup plus droite, quand ma ligne est belle ici, on pourrait croire que les variations qu'il y a là sont réelles, parce qu'elles sont beaucoup plus grandes que l'erreur que je peux avoir sur ma ligne ici. Bon, le modèle pour ces étoiles-là, pas mal toujours la même affaire. On a une étoile qui, c'est à la fin de sa vie, commence à grossir, puis à côté, généralement, ça va être une naine blanche, ou parfois des trous noirs. Une des dernières étoiles que j'ai observées, c'était un trou noir de 8-10 masses solaires qu'il y avait à côté. Bon, comme ça tourne, le matériel qui s'en va vers l'autre étoile ne tombe pas direct dessus, ça fait un anneau alentour. Et cet anneau-là est sujet à toutes sortes d'affaires. On ne la voit pas nécessairement par la tranche, parfois ça va faire des éclipses, ça. L'anneau, dépendant de la quantité de matériel, ça va varier de seconde en seconde. Des fois, ça varie un peu comme une chandelle qui scintille, là, qui saute. Là. Une étoile qui fait ça. Avant de faire des étoiles variables, je ne pensais pas ça pouvait faire ça. C'est un moment donné, tu prends une photo, puis tu en prends une autre une minute après, puis ça a varié de 0,3, 0,4 magnitude. Ouais, mon système, est-tu brisé? Non, c'est l'étoile qui fait des siennes. C'est assez impressionnant. Il y a plusieurs facteurs qui font que la courbe de lumière va être différente entre les éclipses. Parfois aussi, il peut ne pas y avoir d'éclipse, dépendant de l'étoile. Mais tout ça, quand vous avez une courbe qui est compliquée, de la loi, on va vous en montrer les compliqués tantôt. Nous, les amateurs, c'est le fun. On prend les données, puis on envoie ça aux pros. Eux autres doivent arracher les cheveux des fois, parce qu'ils ont la job de faire un modèle qui va expliquer ce que vous avez observé. Puis au bout du compte, si ça a de l'allure, ils vont publier un papier dans lequel ils mettent votre nom. C'est le fun. Bon, ici, c'est un autre exemple. On a encore 3 éclipses, mais regardez, il y a ce qu'on appelle le super hump. Ce super hump-là, généralement, l'explication qu'on a, l'anneau de lumière, elle précesse. Puis comme les orbites, des fois, sont de quelques heures, l'anneau de lumière va précesser à peu près à la même période que les orbites, mais 4-5% plus vite ou plus ralenti.
De sorte que le hump, ici, la bosse, d'un cycle à l'autre, elle va se déplacer un peu. Puis ça, c'est bien important quand ils voient qu'il y a des humps comme ça, des bosses, wow, ça les fait jouer pas mal. Il y a un groupe d'étoiles assassins. Bon, assassin, c'est pour All Sky Automated Survey for Supernova. C'est un système automatique qui détecte des supernovas. Mais ces supernovas-là, ils veulent généralement, c'est des anciennes supernovas. Ce pas des supernovas qui sont présentement actives, mais d'anciennes supernovas. Elles ont des comportements qui les intéressent beaucoup. Puis, il y a beaucoup de demandes. Il insiste beaucoup pour qu'on les observe. Puis, il y en a une que j'ai observée énormément. Regardez, il l'appelait la grande, là, Maxi. Il y a Peterson, là, il nous demandait d'observer. Récemment, la saison est terminée, il est rendu proche du soleil, on ne peut plus. Là, il était tout désappointé, il dit, c'était à mon déjeuner le matin, regardez les données, tu es rentré pendant la nuit. Là, il dit, il n'y a plus, l'étoile n'est plus visible. En tout cas, il dit, vraiment, c'est une étoile Maxi. Puis, bon, après ça, ça c'est... Régulièrement, ils envoient, lui, c'est pas tout compliqué, il y a un courriel qui nous envoie, mais là, il est beaucoup plus long que ça, mais là, il y avait surtout cette étoile-là qui est importante. Je l'ai observé beaucoup. Ici, j'ai quelques courbes. C'était pas excitant, les courbes. C'était un peu désappointant pour nous autres, les amateurs, mais là, qu'on met les observations de tout le monde bout à bout, c'était sûrement excitant, parce qu'à l'entendre dire, là, c'était merveilleux. En tout cas, mais il y a des étoiles beaucoup plus excitantes pour nous à observer. Mais bon, les données sont bonnes. En autant que je suis à l'intérieur des deux lignes, ici, là, ça veut dire que mes données sont bonnes. Ici, j'ai seulement quelques centièmes de magnitude. Par exemple, j'ai de 0,27 à 0,52, environ 25 centièmes de magnitude. Je dis, mon erreur, c'est quelques centièmes, c'est 15, 6, 7 millièmes de magnitude. Mais l'étoile, regarde, elle s'est promenée comme ça. Ici, une petite affaire de rien. En tout cas, je l'ai observé du 20 mars au 22 octobre 2018 pour un total de 39 nuits. 6636 images accumulées pendant cette période-là. J'ai dû fournir pour 8-10% des observations pour cette étoile-là. Encore plus récemment, le 7 novembre, il dit, excusez-moi, j'ai été silencieux les dernières semaines, c'est la faute du trou noir. Parce que cette étoile-là, c'est un trou noir qui est alentour, c'est pas une naine blanche. Il dit, on a acquis un 2000 heures. Moi, là-dessus, je dois en avoir 175, 200. Là. On va voir plus tard qu'il fait son rapport, en tout cas. Ici, toujours la série Assassin, il y a une autre étoile. Elle était beaucoup plus le fun. Regardez ici la belle courbe. La même étoile, quelques jours après, elle a encore les bosses, mais regardez, hop, elle descend. Ici, ça reste comme constant, excepté que ça aussi. Une autre étoile, c'est encore la 15 PO. Regardez, en dents d'ici. Je n'avais pas imaginé, depuis la période, en 68 minutes, là. Avant de faire des variables, je ne savais pas qu'il y avait des étoiles qui se comportaient comme ça. Bon, les cibles assassins, là, il y en a eu plusieurs, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Ici, OV Boo, elle, je l'ai observé beaucoup. Elle, cette étoile-là, a été fantastique. Là. Regardez sur la courbe, on a des éclipses. Regardez entre les éclipses, comment elle a fait. Regardez ici, on est au 17 mars. Ici, on est rendu au début de mai, 2 semaines de différence. Regardez, la courbe a changé d'allure beaucoup. Puis ça, c'est des éclipses. Là. Puis, finalement, elle s'est calmée. Regardez, il y a des éclipses. Les éclipses, là, tu n'as pas le temps de prendre beaucoup de photos, ça dure 7-8 minutes à peu près. Puis la naine blanche, elle fait des centaines de kilomètres secondes, puis c'est pas gros une naine blanche, gros comme la Terre, en fait, c'est pas long que l'éclipse est terminée. Mais par contre, regardez, il n'y a plus les faux qu'on avait là. En tout cas, j'imagine que les professionnels, ils ont du fun. Peut-être qu'ils s'arrachent quelques cheveux pour faire un modèle pour expliquer ça. FO dans le verso, encore une courbe en dents de scie, regardez, c'est de 21 minutes. C'est pas constant, là, ici. Bon, il semble manquer quelque chose, mais bon. Mais quand même, le total, mon observation, 128 minutes. J'ai plusieurs cycles. Un autre ici. Lorsque j'ai beaucoup d'images, des fois, je peux avoir 400-500 images, mais pour avoir un graphique plus détaillé, bon, puis aussi, à un moment donné, si ça crache, tu es rendu à la 399e, puis tu as un pépin, puis tu perds tout, c'est tannant. Là, je vais, par exemple, traiter 200 ou 300 images. Vous traitez ça en 2-3 batchs,
Après ça, je colle les graphiques un bout à bout. C'est le cas ici. Là. J'ai de 1 à 101, 102 à 239. J'ai une courbe plus détaillée. Encore, la qualité des données est très bonne. En début de soirée, des fois, bon, il fait encore clair un peu, ou un petit peu de nuages, ou encore l'étoile est trop basse à l'horizon, il y a plus de bruit, là. Les courbes sont moins belles. Ici, un autre. Bon, là, cette étoile-là, c'est sufourel, là. Il ne semble pas y avoir aucune règle là, d'oscillation, ça a l'air un peu au hasard. Là. Par contre, les professionnels, avec des données comme ça, ils vont faire ce qu'on appelle transformer de Fourier. Ils vont pouvoir voir que finalement l'étoile oscille à plusieurs fréquences simultanément. Puis ça fait des variations de luminosité très bizarres, mais avec la technique des transformés de Fourier, ils sont capables de voir les fréquences qu'il y a là-dedans. Puis on a des logiciels, des amateurs, qui vont être capables de trouver ça. Une autre variable, ici, c'est des U des Gémeaux. C'est le prototype des novas récurrentes. Mais c'est pas récurrent, je me suis trompé, c'est des novas naines. Parce que nova, d'habitude, ça va changer de magnitude, de 8, 10, 12 magnitudes. Ici, on dit c'est nova naine, excusez, je n'ai pas corrigé. C'est que la variation de magnitude est près de 4-5. Mais une nova récurrente, entre les explosions, il peut y avoir 20, 30, 40, 50, 200 ans. Ici, c'est quelques dizaines de jours, 30 jours, un mois. Fait que regardez, c'est assez constant. Le groupe, ça monte de 5-6 magnitudes pendant 2-3 jours, puis ça retombe. Puis ça, il l'appelle nova naine, elle se comporte comme une nova. Le spectre ressemble à une nova, mais la variation de magnitude est moins grande, puis c'est récurrent, ça arrive très souvent. Mais quand même, là, je peux la prendre au minimum. Regardez, il y a une région ici, je zoome là-dessus, c'est le genre de courbe que vous obtenez. Ça donne, c'est une étoile à éclipse, on voit des éclipses ici. Mais entre des éclipses, regardez, il y a un hump, puis il est moyennement gros. Puis ça varie beaucoup encore dans le temps. Là, ici, regardez, une longue série, 4,5 heures. Ici, il y a 8,4 heures d'observation. Autrement dit, je l'ai pogné en début de soirée, donc on dit pas 7 heures, 8 heures le soir jusqu'à 3-4 heures du matin. Le plus long j'ai passé à date, ça prend 9h30 sur la même étoile. Bon, OK, fait que, ouais, cette étoile-là, je n'ai pas réussi à date à la pogner lors d'un maximum. Je suis curieux de voir comment elle se comporte au maximum, mais au minimum, quand même, elle est intéressante. Ça bouge beaucoup. On va revenir, là, on l'appelle, c'est le prototype des nova naines, puis c'est la première, finalement, qu'on a conclu que c'était une nova naine. Fait que toutes les autres qui lui ressemblent, on dit, ben, ce sont des étoiles de type U des Gémeaux. Dans V795, dans Hercule, elle aussi, dépendant, un soir, tu as beaucoup de variations, d'autres fois, tu en as moins. Ici, c'est plus condensé. Regardez, j'ai 5,4 heures. Ici, il fait beau moins longtemps, rien que 2,8 heures. On peut voir quand même le détail. Ici, par exemple, je prends un logiciel puis il me permet d'étirer le graphique. On a quelque chose qui ressemble à ça. On voit qu'il y a des oscillations périodiques. Là. Ça, les professionnels ils aiment bien ça. C'est un autre, RZ du Lion. Oui, c'est des étoiles qui sont à portée de tout le monde. Que peut-être quand vous regardez des galaxies dans votre champ de vision, il y a de ces étoiles-là. Mais le CCD nous permet de voir des variations assez extraordinaires. Encore, c'est pas mal intéressant, ça. Quand je fais un traitement d'une série d'images, quand j'ai fini, la chose que j'ai hâte de voir, c'est l'allure du graphique. Bon, il y a des étoiles, on a parlé tantôt des étoiles pulsantes R de la lyre. Bon, dans Scan Telescope, je n'ai pas retrouvé le numéro, mais c'était peut-être au mois de février ou mars de cette année. Il invitait les gens, les amateurs, à observer des types R de la lyre. Ça ressemble à des céphéides, mais la période est beaucoup plus courte, environ une demi-journée, 10 heures pour celle-là. Fait que je l'ai observé, une belle courbe, j'étais bien content. Puis une deuxième, j'ai eu des nuages, j'ai perdu des bouts, quand même encore une courbe semblable, regardez, 11 heures celle-là. Elle est dans le dragon, elle. Le dragon du chenou, ben, pas mal pareil ici de tout, là. Ça passe au zénith, c'est bien placé. Une supernova d'une galaxie, une GC 6948, c'est juste un petit peu au nord du signe. Les points en jaune ou en brun, c'est ça mes données à moi, et les autres, c'est les observateurs de l'OBSO. Fait que, non, c'est réconfortant. Un, c'est cute. Ma première photo, elle n'était pas encore au maximum.
Puis, bon, ça suit assez bien, je suis assez content. Bon, parfois, il fait beau, le ciel est transparent, mais vous savez, le seeing peut être pourri. Un exemple, regardez ma différence, mes deux états de comparaison, il y a tellement de bruit, le seeing est tellement mauvais, regardez, ça oscille beaucoup. Ici, vous voyez, les lignes verticales, c'est des lignes qui donnent l'erreur sur mes mesures. Bon, on a encore une courbe qui est probablement assez proche de la vérité, mais quand même, c'est moins plaisant quand on voit ces barres d'erreur-là. Mais quand vous voyez les étoiles danser, on peut s'attendre que c'est le genre de courbe qu'on va avoir. Aussi, lorsque, par exemple, des fois, le matin, l'étoile est rendue basse, là, bien, tout au-dessus de la ville, là, qu'il y a de la lumière pas mal, là, tous les barres d'erreur augmentent. Ici, dans les poissons, RZ des poissons, j'ai une bonne qualité, regardez, vraiment à l'intérieur de la marge d'erreur, là. Une bonne qualité d'image, mais ici, quand je zoome dessus, je vois quand même encore un peu de bruit. Mais pour ça, on observe ça, on nous a demandé de l'observer, mais c'est pas excitant bien. Mais par contre, des fois, même une observation négative, vous savez, des fois en science, ça peut être commode. V378 des Pégase, 8 heures d'observation, une bonne run. Ça, le genre de courbe, j'aime ça. Ouais, j'ai passé une bonne nuit. Là, ça a varié, puis ma qualité est assez bonne. Un autre dans Hercule, là, on va vous dire, ça varie, mais il n'y a pas de, sans pas de fréquence prédéfinie. Mais là encore, les professionnels, ils peuvent s'amuser avec ça, nous dire qu'est-ce qu'il en ressort. Un peu de statistiques. J'ai mis en jaune ici les mois où j'ai eu au-delà de 3000 images, et en bleu au-delà de 2000. Fait qu'on peut voir vraiment comme mars, avril, mai, là, c'était une bonne période, puis septembre, octobre. C'était cette année, en octobre, regardez, j'ai eu rien qu'un soir 117 images. Avec l'aide de Luc, parce que là, je ne me retrouvais plus, fait des graphiques. Luc m'a fait des beaux graphiques. Sur les 5 années, vous pouvez voir vraiment, là, au printemps, on a un pic. Puis, ben, ici, c'est bas, en partie, ben, les jours, les nuits sont courtes. Puis aussi, à un moment donné, il arrive les périodes des vacances, là. Bon. Puis, bon, septembre, octobre. Mais cette année, ça a été nul. Peut-être qu'on rappelle un pic beaucoup plus haut, là. Mais en tout cas, cette année, ça a été pratiquement zéro. Bon, au total, ces 5 années-là, j'ai accumulé environ 75 000 images, ce qui fait environ 400 gigaoctets de données, que j'ai tout conservé sur des disques durs. Puis un disque dur donne une copie chez Luc. Si je me fais voler ou si je brûle chez nous, et les données vont être sauvées. Une autre façon de monter le même graphique. Bon, on n'a pas d'iPod. Astronomical Picture of the Day. Bon, certains d'entre vous, ça leur arrive. J'en connais plusieurs qui l'ont eu. Puis bon, on est content que ça nous arrive, puis on est fiers de le dire, puis vous avez raison d'être fiers. Ben, pour CPA, pour la VSO, on n'a pas d'iPod. Mais pour flatter notre orgueil, il y a des publications. Quand j'ai commencé ça, je me suis dit, bon, ça va peut-être arriver une fois ou deux fois là, dans les prochaines années. Mais je suis rendu à 6 publications dans lesquelles mon nom est apparu. C'est plus que je m'attendais. Ici, bon, on n'aura pas trop de détails, là, mais regardez, je parlais tantôt de la précession des disques d'accrétion dans l'UX de la Grande Ourse. Ben, je l'ai observé pas mal. Mon nom est apparu là. Un autre ici. Évidemment, je ne l'ai pas suivi pendant 16 ans. J'ai contribué pendant à peu près 2 ans. Mais quand même, ça veut dire 16 ans qu'on suivait cette étoile-là, encore dans le Grand Ours. Deux autres, c'est OV-Boot. Je l'ai mentionné tantôt, c'est une étoile que j'ai observé beaucoup. Elle était excitante, cette étoile-là, pas possible. Le Super Hum, je parlais du Hum tantôt, les bosses entre les éclipses. Puis encore avec le rapport avec le spin de l'étoile qui tourne. Il y a tout le temps une déphasage entre les deux, puis ça, pour eux autres, c'est bien important, ça. Un autre site, Maxi, Assassin 18Y, que j'ai observé pendant 39 nuits. Et une toute dernière, elle, j'ai eu une des observations négatives. On est plusieurs à l'avoir observé, puis c'est récent, ça, c'est en 2018, au début 2018. PDS 110 est une étoile dans dans Orion. Une étoile à éclipse, mais dont l'éclipse dure environ 2 mois. Il y a eu 3-4 éclipses observées, mais il devait en avoir une cet hiver. Puis, je dis observation négative, il n'y a pas eu d'éclipse. Bon, ça a quand même valu une publication là, qui est en préparation.
également, la AAVSO, à chaque semaine, elle envoie à chaque observateur un rapport de l'usage qu'on a fait de ces observations pendant la semaine écoulée. Bon, c'est assez réconfortant de voir que c'est utile, c'est utilisé. Ici, on regarde, c'est des professionnels, des étudiants ou des amateurs. Mais cette semaine-là, ça c'était récent, là, au mois d'octobre. Regardez, 1000, un autre 2000, ou d'autres 3000 de mes données qui ont été utilisées. Bon, écoute, non, je ne fais pas ça pour rien. Là, j'arrive pas mal à la fin. Il y a quelques années, en 2012, dans une de mes présentations, peut-être ici, là, je disais, aussitôt mon nouvel observatoire complété, je me donne la mission suivante. Me familiariser davantage avec les catégories de variables, évaluer les projets mis de l'avant par les groupes spécialisés ProAm, en pleine période de rodage, engager mes efforts d'observation sur quelques projets pointus. Bon, ça me trouve vanté, je pense, je peux dire parole tenue.